Bonjour à tous. Je suis en effet journaliste santé. Je vais m'occuper maintenant d'animer les différentes sessions. On a beaucoup parlé là de la complexification de toute la recherche, de toutes les molécules, les nombreuses molécules avec la différenciation entre les lymphomes. Tout ça a un coût. C'est pour ça qu'on a demandé au professeur Thierry Lenoir de venir aujourd'hui, que je remercie beaucoup de sa présence. Véronique, vous avez beaucoup de titres, beaucoup de fonctions, mais je vous connais depuis assez longtemps pour savoir que vous êtes surtout une oncologue au service des malades de votre service. Vous êtes chef de service oncologie à Lyon Sud, des malades aussi, de tous les malades dans toutes vos activités institutionnelles. On a cité le CLARA, mais aussi en tant que conseiller régional en Auvergne. Nous avions prévu un duo de choc. Auvergne-Rhône-Alpes maintenant. Nous avions prévu un duo de choc avec Édouard Couty qui a dû se désister pour des raisons personnelles. Mais je ne doute pas que, même seul sur scène, vous avez beaucoup de choses à nous dire sur cette question du coût. Je vous commencerai par une question un peu provocante. Est-ce que justement ce coût élevé de ces nouvelles molécules de la recherche met en danger l'accès aux nouveaux traitements pour les malades atteints de cancer ? Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Je précise d'entrée de jeu que je ne suis pas du tout une spécialiste du lymphome, puisque mon métier consiste à traiter des patients atteints de ce qu'on appelle des tumeurs solides, c'est-à-dire, comme vous avez cité tout à l'heure, madame, les cancers du sein, les cancers du poumon, les cancers du côlon. Et c'est clairement dans ce type de cancer que la problématique du coût est en train d'apparaître de la façon la plus importante. Néanmoins, nous savons bien que les maladies hématologiques ont toujours eu beaucoup d'impact sur les politiques de santé. Et ça me paraît très important de vous alerter sur le fait que, oui, en effet, Damien, le coût très élevé de ces molécules fait actuellement porter un risque sur les accès des patients à ces types de traitements. Encore une fois, pour le moment, en 2016, ça ne concerne pas particulièrement les lymphomes. Mais premièrement, je pense qu'en tant qu'association de patients, vous devez légitimement vous considérer comme solidaire de ce qui se passe dans les autres pathologies. Et deuxièmement, rien ne permet de garantir que les problèmes ne vont pas également se produire pour les pathologies lymphomateuses. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis permis de prendre des notes parce que c'est un sujet extrêmement complexe, extrêmement polémique et politique, dans lequel il ne faut rien oublier si on veut être sûr d'être très complet. Mon collègue et ami Hervé Guéquière vous a magistralement exposé les progrès thérapeutiques qui sont en train de se produire et qui, très schématiquement, permettent de mieux identifier des anomalies cellulaires ou de l'environnement cellulaire spécifiques contre lesquelles on peut diriger des médicaments particulièrement bien adaptés pour tuer préférentiellement les cellules malignes par rapport aux cellules normales. Cette caractéristique rend ces traitements à la fois plus efficaces et le plus souvent moins toxiques. Je suis désolée de schématiser à ce point ta présentation. Derrière l'irruption de ces médicaments, il y a un certain nombre de phases qui sont des phases de recherche de laboratoire. Vous avez vu toutes les planches qui montrent les travaux biologiques d'amont. Il y a des phases d'imagination et de développement d'une hypothèse concernant un médicament. Il y a des phases de production, d'évaluation clinique de ce médicament. Et il y a enfin des phases de production du médicament. Tout le monde s'accorde à dire qu'un médicament qui est ciblé sur une anomalie moléculaire spécifique a généré un temps de recherche biologique et génère une technologie et des moyens de production et des moyens d'investigation qui sont très supérieurs à ceux de la chimiothérapie classique et qu'on ne doit pas, a priori, s'étonner que le prix de ces médicaments soit très significativement supérieur à ceux des chimiothérapies actuelles.
La problématique tourne donc actuellement autour du coût et très exactement autour du prix de ces médicaments. Alors, ce que je voudrais tout d'abord rappeler, c'est que moi, ce que je souhaiterais en tout cas, c'est que dans le débat sur le prix des médicaments, on ne se contente pas de faire des comptes d'apothicaire, c'est-à-dire de compter le nombre de flacons qu'il va falloir qu'un hôpital paye, multiplié par le nombre de patients qui vont se voir administrer ce traitement, mais qu'on prenne très largement en compte toutes les dimensions du traitement, à commencer par celle que, désolé de vous le dire, mais les décideurs de santé oublient régulièrement, qui est celle du gain apporté à une population que l'on veut en bonne santé. Alors, sachez, et c'est un peu provocateur de ma part de vous le dire, que c'est une dimension qui n'est pas très bien prise en compte dans l'évaluation de la valeur d'un médicament, ce qui paraît quand même un petit peu rocambolesque. Je force un peu le trait, bien sûr, et volontairement. Les médicaments sont en réalité actuellement évalués selon un score qui va de 1 à 5 et qui estime le gain en vie, c'est-à-dire on a l'habitude d'appeler dans notre jargon en survie. Le principal gain est celui qui, en général, ne fait pas beaucoup de problèmes pour qu'un médicament soit remboursé par la solidarité nationale, c'est le gain sur ce qu'il est convenu d'appeler la survie globale, c'est-à-dire le nombre d'années gagnées. Ce score tend actuellement à méconnaître de plus en plus le fait de repousser l'apparition d'une récidive, le fait de traiter de façon similaire, mais avec un nombre de toxicités moindre, le fait de traiter de façon similaire, mais avec des modalités d'administration beaucoup plus simples, comme par exemple la prise de comprimés, et le fait globalement de traiter de façon équivalente, mais avec une qualité de vie meilleure. Actuellement, toutes ces avancées qui, un peu dans le domaine du lymphome et énormément dans le domaine du cancer du sein et du cancer du côlon, qui ont permis de transformer une maladie assez rapidement aiguë et mortelle en une maladie chronique, sont considérées comme un petit peu secondaires au regard du coût très important des molécules. Ce coût très important est probablement une anomalie, et nous sommes une poignée de 110 cancérologues à l'avoir dénoncé. C'est également une problématique qui est dénoncée par l'association de patients que vous connaissez tous et qui est la Ligue contre le cancer. C'est-à-dire qu'il y a probablement et très vraisemblablement un décalage ahurissant entre le coût réel des médicaments et leur prix de vente. Et en fait, la façon dont on s'en aperçoit le mieux, c'est premièrement en regardant les chiffres d'affaires des industriels de la santé, à qui bien évidemment on ne peut pas reprocher de faire des affaires, mais à qui on peut demander un certain nombre de droits de regard dans la mesure où ces affaires s'exercent sur la solidarité nationale, c'est-à-dire les contributions des citoyens. Et on s'en est surtout aperçu en comparant les prix d'un médicament d'un pays à l'autre et en se rendant compte qu'en fait, les industriels, et du reste, ont fini assez facilement par le leur faire dire, fixent le prix des médicaments non pas tant en regard de leur coût, comme on fait en général pour tous les produits de consommation, mais en regard de ce que le système de santé du pays auquel ils s'adressent est capable de supporter. Or, la France, et nous pouvons encore nous en féliciter, est un des pays dans lequel le système de santé pouvait jusqu'ici tolérer le plus, puisque ceux d'entre vous qui sont atteints d'une maladie dite affection longue durée savent que, en dehors de quelques restes à charge que nous condamnons régulièrement, les médicaments spécifiques du cancer sont intégralement pris en charge par la solidarité nationale. Qu'ils soient remboursés du côté d'une prise de médicaments achetés en officine ou qu'ils soient remboursés directement à l'hôpital,
lorsque ces médicaments sont injectés par perfusion. C'est ce modèle absolument exemplaire et absolument emblématique qui est très gravement mis en danger par le prix très important de ces médicaments. La première étape qui a eu lieu, et elle a eu lieu, et on a beau venir maintenant nous dire que oui, mais peut-être on peut revenir dessus, c'est peut-être pas trop tard. À mon avis, c'est déjà très tard. C'est un système qui, sans vouloir l'avouer, est un système de déremboursement. Lorsque vous venez à l'hôpital et que vous recevez une drogue chère ou qu'il a été, je prends l'exemple du rituximab, même si je pense qu'il ne doit pas être loin d'être tombé dans le domaine public, mais prenons l'exemple de ce type de molécule. Lorsque vous venez à l'hôpital et que le professeur Hervé Guetquière vous administre ce médicament, l'hôpital en est remboursé à l'euro, sur la base d'un contrat par lequel le professeur Guetquière s'engage à ne prescrire ce médicament que dans le cadre des recommandations nationales. C'était jusqu'ici le cas dans les cancers du sein, du côlon et du poumon. Ça ne l'est plus depuis un mois où un des médicaments majeurs du cancer du sein, qui s'appelle le bevacizumab, a été retiré de la liste qui permet ce remboursement à l'hôpital. Le piège absolu pour le corps médical, et évidemment encore plus absolu pour les patients, c'est que la ministre a raison de dire qu'elle ne l'a pas déremboursé. C'est-à-dire qu'en théorie, les médecins de l'hôpital sont autorisés à le prescrire. Dans mon service, le calcul a été fait immédiatement par le directeur de mon hôpital. Le coût est d'environ, c'est à la fois énorme et totalement dérisoire au regard du budget de la sécurité sociale, 100 000 euros par 6 mois, c'est-à-dire 200 000 euros par an. Avec 200 000 euros par an, charges comprises largement, c'est un poste d'infirmière. Ça veut dire que le directeur de l'hôpital ne m'empêche pas de prescrire ce médicament. Il sera simplement légitimement en droit à la fin de chaque année de retirer une infirmière de mon service. Autrement dit, le médicament reste prescriptible, mais n'est plus raisonnablement utilisable par aucun médecin, ni du service public, ni du service privé. Et cette mesure va très rapidement conduire, malgré tous nos efforts, je pense, à faire que ce traitement ne sera plus utilisé. Alors, bien évidemment, comme je vous l'ai rappelé en introduction, il ne s'agit pas d'un médicament qui guérit. Il s'agit d'un médicament qui, associé à un certain nombre d'autres, a contribué depuis plusieurs années à augmenter significativement la durée et la qualité de vie des patientes atteintes de cancer du sein, puisqu'il s'agit de cancer du sein. Donc la question qui est posée là est effroyablement simple. Est-ce que nous allons vers un système de santé où nous fixons un coût d'investissement par année de vie sauvée, où nous fixons des règles au-delà desquelles nous considérons que la société ne peut plus investir? Est-ce que nous faisons comme le système anglais qui affirme et fait qu'au-delà de 75 ans, vous n'avez plus accès à une dialyse rénale? Ça veut dire que si vous avez la malchance de faire une insuffisance rénale aiguë, qui est une maladie qui nécessite dans les 48 heures la réalisation d'un geste technique qui s'appelle une dialyse rénale, si vous faites cette maladie-là à 76 ans, eh bien, vous mourrez dans les 48 heures qui suivent, puisque c'est un cas de figure très simple où, en l'absence de traitement, la mort survient de façon extrêmement rapide. Le système de santé anglais, que beaucoup de nos décideurs regardent avec une envie et une admiration sans borne, est un système dans lequel il est gravé dans le marbre de la loi qu'au-delà de 75 ans, vous n'avez plus de dialyse rénale. On peut très bien imaginer un système basé sur des critères d'âge ou pourquoi pas d'autres critères sociétaux, je n'ose pas imaginer lesquels, qui fixent les personnes d'une société qui peuvent ou non avoir accès à une ovation. Et c'est d'ailleurs la principale raison, cette inéquité sous-jacente, qui fait que devant cette suppression du médicament dont je vous parle,
l'immense majorité des cancérologues français ont considéré que ça n'était pas possible pour eux de faire ce type d'arbitrage et qu'ils préféraient effectivement un retour en arrière, c'est-à-dire à l'époque où ce médicament n'existait pas. J'insiste à nouveau sur la nécessité, et vous êtes certainement ceux qui pèseraient infiniment plus lourd que nous dans ce débat, de négocier de façon, je dirais, virile, responsable et politique avec les industriels du médicament pour que les coûts du médicament reviennent à des valeurs normales qui leur permettent de faire des bénéfices, mais qui ne soient pas un business éhonté du grand capital vis-à-vis des patients atteints de cancer. Néanmoins, je trouve que le débat actuel, avec la forme qu'il a prise, et ce décret qui prévoit sur 6 ans de dérembourser, c'est-à-dire de supprimer du remboursement hospitalier 6 médicaments successifs, dont un d'ailleurs pour le myélome, n'est pas une façon de traiter le problème. Je voudrais simplement finir en attirant votre attention sur le fait que ce coût des médicaments qui guérissent et qui sauvent un nombre important de patients, ça représente environ un peu moins de 10% du budget de l'assurance maladie. Et pour ce qui concerne le cancer, 2% du budget de l'assurance maladie. Ça veut dire que cette façon de compte d'apothicaire de faire de l'économie de la santé, ça méconnaît des gisements d'économie importants dans le domaine de la santé, autrement plus élevés et autrement plus pérennes que le coût des médicaments, mais, et quand je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre tout de suite, qui sont infiniment plus difficiles à aborder. Vous avez tout à l'heure posé une question très pertinente sur la connaissance des risques des lymphomes, ce que je traduis dans mon langage de thérapeute par la prévention. Hervé vous a répondu qu'effectivement, le cancéropole Clara que je dirige et qui est donc l'organisme qui structure et qui fédère la recherche contre les cancers à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, finance des programmes dans lesquels on recherche de façon proactive avec les patients des risques d'exposition professionnelle qui pourraient bien évidemment déboucher non seulement sur des indemnités, vous avez raison, mais c'est une façon un petit peu, insuffisante de traiter le problème, mais surtout par des mesures de prévention. La prévention dans le domaine du cancer devrait permettre d'éviter 40% des cas de cancer. C'est énorme et c'est totalement méconnu. C'est totalement négligé. Nous sommes un pays de culture latine. Du reste, j'ai bien remarqué que vous étiez un frontalier du Nord. La France est un pays de culture latine qui méconnaît particulièrement tous les problèmes de prévention et qui n'est pas prête à une culture de prévention du risque. Tous les efforts du système de santé portent, et on peut s'en réjouir, mais ça ne suffit pas, sur la phase de traitement de la maladie. La prévention est un domaine boudé du système de santé, même si la ministre a indiscutablement fait des efforts remarquables sur les dernières années. Les addictions, les comportements à risque que sont la consommation de tabac et d'alcool sont encore particulièrement mal traités dans notre pays. Les comportements à risque nutritionnels, les comportements à risque environnementaux sont également méconnus. Le corps médical, vous l'avez possiblement remarqué dans vos interactions avec les médecins, s'y intéresse peu. Et on ne peut pas lui en faire grief. Le corps médical, il est confronté à une maladie qui est là. Mais tout ce qui devrait être de l'éducation, de la formation à l'école, dans les lieux de travail, dans les lieux de loisirs, dans les lieux de sport, ça, c'est complètement méconnu. Et encore une fois, 40% des cancers pourraient être évités. Voilà un beau moyen de mieux équilibrer le système de santé. Deuxième remarque. Nous avons actuellement, alors ça concerne assez peu la cancérologie, mais voyons les choses de manière globale, un certain nombre de structures de soins, d'hôpitaux, qui ne survivent que par la volonté farouche et la crispation identitaire d'un certain nombre d'élus locaux. Vous connaissez comme moi le problème
de l'hôpital local que l'on menace de fermer parce qu'il ne répond plus aux attentes, parce qu'il n'est plus aux normes de sécurité, parce qu'il ne fonctionne plus et parce qu'en plus les médecins n'y restent pas. Cette problématique-là, c'est la problématique de transférer le soin hospitalier vers les soins de ville. Or, je suis sûre que ceux et celles d'entre vous qui ont expérimenté l'hôpital savent à quel point la coordination entre la ville et l'hôpital est déficitaire. Si vous ne l'avez pas expérimenté, alors c'est que les services d'hématologie sont les seuls qui ne subissent pas ce décalage et ce déficit de communication entre les deux types de structures. Lorsqu'un hôpital ferme, bien sûr que l'élu local a raison de s'inquiéter de la perte d'emplois, mais ces emplois-là sont exactement ceux dont on a besoin en permanence dans les structures de ville. Ce sont les aides à domicile, ce sont les soins à domicile, ce sont les infirmières, les aides-soignantes et les aidants à la personne qui manquent tellement en ambulatoire. Donc, à mon humble avis, il n'y a là aucun problème de perte d'emploi, il y a simplement des problématiques de reconversion. Or, vous imaginez aisément que ces emplois-là, utilisés au domicile des patients lorsque c'est légitime et lorsque c'est voulu par les patients, coûtent autrement moins cher que le maintien à tout prix d'un hôpital qui ne tourne pas. Voilà 2 exemples. Il y en a d'autres, mais ces 2 exemples sont destinés à vous montrer que même si on prêche beaucoup dans le désert quand on dit ça, le coût des médicaments, oui, c'est un problème. Oui, l'industrie pharmaceutique doit entendre, et elle commence à l'entendre, qu'on ne peut pas faire du business avec le rituximab comme on fait du business avec les sacs Hermès, parce que c'est de ce niveau-là de chiffre d'affaires. Qu'on ne peut pas mettre à genoux des pays qui ne peuvent pas payer et faire des affaires avec les grands lobbies. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus continuer à stigmatiser le médicament comme étant le facteur de déficit de la sécurité sociale, même si vous avez noté que celui-ci est en train de se réduire. On doit considérer les médicaments du cancer comme une avancée absolument majeure, comme un bénéfice en termes de longévité et de qualité de vie et de guérison pour les malades, et que faire l'impasse là-dessus, ce serait vraiment une erreur tragique. Et je vous le redis, malheureusement, le processus est déjà engagé. Donc, mobilisez-vous avec les associations qui sont peut-être plus proches de maladies actuellement plus concernées. C'est un vrai enjeu politique et je ne serais pas étonnée que ça devienne un très fort enjeu des prochaines échéances électorales parce que pour la première fois, la santé s'invite dans le débat. C'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que ça ne va pas bien, mais c'est une bonne nouvelle parce que les citoyens vont pouvoir, je crois, s'en emparer. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Juste avant de passer la parole à la salle pour des questions, vous pouvez déjà commencer à lever la main. Comment justement, à ton avis, Véronique, les représentants de malades, que ce soit associatifs ou autres, peuvent se mobiliser pour aller au-delà de ce qui est fait actuellement, de la campagne de la Ligue, de la mobilisation des syndicats cancérologues dont tu parlais? Alors, j'ai réfléchi pas mal à tout ça, et particulièrement hier soir, en sachant que je venais vous voir. J'ai malheureusement la conviction que si on n'a pas à mettre en avant des exemples de personnes qui sont dans une situation de perte de chance, eh bien, globalement, sur le sujet particulier du déremboursement, on ne sera pas entendu. Donc, je pense qu'il faut que se mobilisent des organisations comme Europadona, qui est une organisation de femmes qui, comme vous autour du lymphome, se mobilise autour des cancers du sein. Et en lien avec des cancérologues, identifie, et ça n'est pas très difficile, des personnes qui actuellement sont privées d'un médicament qui pourrait leur rendre service. C'est probablement une manière un peu journalistique, mais toi, ça va te convenir, un peu provocatrice, mais l'expérience qui vient là encore des pays anglo-saxons, c'est que c'est le seul moyen pour faire prendre conscience
du problème. Cette histoire de ce que j'appelle des remboursements, pour faire simple, après vous en avoir rappelé qu'en fait le piège, c'est que ça n'en est pas un, c'est techniquement extrêmement difficile à comprendre, parce que toute la problématique est celle du moment où on parle du budget d'un hôpital et du moment où on parle du budget de l'assurance maladie, ça n'est pas la même chose. Donc ce sont des sujets techniques. Nous avons tenté l'exercice d'écrire des tribunes dans les organismes de presse grand public. Nous avons tenté l'exercice de mobiliser des assemblées comme celle-ci et nous voyons bien que c'est trop compliqué, que les problématiques, déjà que les molécules soient trop chères par rapport à ce qu'elles valent, c'est difficile à comprendre, mais encore ça va. Mais la problématique du déremboursement, c'est trop compliqué techniquement et le seul moyen, c'est qu'il y ait des patients individuellement qui témoignent. Donc justement, il y a un message qui est passé. Quelles sont les réactions des premiers concernés que vous êtes ici dans la salle, premier rang? Oui, bonjour Madame Trier-Lenoir, je suis Bernard Varel de France Info, je m'occupe de la région. Je voudrais revenir sur deux aspects de ce que vous avez exposé. Le premier, c'est le prix du médicament. Il y a quelque chose que vous avez évoqué, mais pour lequel, à mon avis, vous n'avez pas été assez loin. C'est en fait la responsabilité du prix du médicament. C'est aussi la responsabilité de l'Agence nationale du médicament. Parce que c'est à elle de discuter sérieusement et fortement avec les industriels qui, comme vous le dites, font du profit de façon outrancière. Elle n'est pas obligée d'accepter ces prix. Parce que l'industriel, s'il ne vend pas son médicament, il ne gagne pas d'argent. Et c'est ce deal-là, il faut quand même le rappeler. Et ça, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. C'est vraiment l'Agence nationale du médicament qui est responsable de ça. Tous les gens qui ont travaillé, mon épouse en faisait partie. En plus, il y a des représentants des industriels qui siègent dans ces trucs-là. On comprend très bien que le lobbying, il existe. Alors, juste pour être encore plus technique, Monsieur Varret, ça n'est pas exactement l'Agence nationale de sécurité du médicament qui fixe le prix. C'est beaucoup plus compliqué que ça. L'Agence du médicament, elle accepte que le médicament soit commercialisé. Et derrière, excusez-moi pour la précision, mais je vais vous dire pourquoi elle est importante. Il y a un comité qui s'appelle le Comité économique des produits de santé. C'est celui-là qui négocie avec les industriels. C'est celui-là, effectivement, qui a négocié dans des conditions qui ne sont probablement pas idéales, mais c'est dans celui-là que les scandales qui ont eu lieu ont permis de faire rentrer des patients. Donc, vous avez actuellement des patients qui vous représentent dans ce comité. Donc, c'est sûr, c'est le biais-là qu'il faut jouer. Mais vous avez raison. Les industriels ont assez facilement trouvé dans les agences de l'État des formes de complicité qui ont permis de maintenir ces médicaments à un prix très élevé. Merci pour ces précisions. Vous savez, le lobbying d'industriel, il existe un peu partout. Il est légal à l'Europe, il est légal partout, et on sait que ces gens sont très, très efficaces. Pour la plupart, ce sont aussi souvent des anciens médecins ou des anciennes personnes qui ont travaillé dans le monde de la recherche ou du médicament. Donc ça, c'est le côté scandaleux, mais ça, c'est le côté humain qu'on ne peut pas supprimer. L'autre chose pour laquelle je voudrais peut-être faire une petite remarque, c'est pourquoi, d'après vous, ces hôpitaux qui ont été installés il y a un certain nombre d'années, peut-être 20 ans ou 30 ans, qui sont maintenant décriés comme vous expliquez pourquoi fonctionnaient-ils à l'époque et pourquoi maintenant fonctionnent-ils plus? Parce qu'on peut aussi poser la question, quelles sont les causes de ce fait que ces hôpitaux qui sont, tout le monde le sait, qui sont des hôpitaux de proximité. C'est-à-dire que quand vous voulez accoucher, quand vous voulez faire un certain nombre de traitements, vous avez un hôpital qui n'est pas très loin de chez vous, qui est à 1 heure de voiture ou une demi-heure, etc. Pourquoi maintenant toutes ces structures qui ont été financées, qui ont coûté beaucoup d'argent aux contribuables, et pourquoi on va les supprimer? Et qu'est-ce qui fait que ça ne marche plus? Est-ce que c'est uniquement, encore une fois, un problème comptable, un comptable uniquement financier? C'est-à-dire qu'on veut que la santé soit quelque chose qui rapporte et quelque chose qui soit en équilibre. Ce que moi je dénonce, on ne demande pas au service des armées d'être rentable, etc. Et donc il y a bien de l'argent qui est gaspillé, entre guillemets, pour des projets politiques. Et donc, là, je me pose la question, pourquoi? Si vous pouvez me donner quelques éléments de réponse, alors, je vous remercie. Je ne suis pas sûre d'avoir toutes... C'est une super bonne question, je ne suis pas sûre d'avoir toutes les réponses. Mais je rebondis sur le dernier point. Non, la santé n'est pas rentable au sens où l'entendent les industriels, avec une colonne recette, une colonne dépenses. Sauf que, et j'ai commencé par là, la rentabilité qu'on demande à la santé, c'est de maintenir une population dans un bon état de santé. Donc, si ça, ce n'est pas de la rentabilité, je ne sais pas ce que c'est, mais malheureusement, ça ne se chiffre pas de la même manière
qu'un budget à l'équilibre d'un industriel. Un petit warning, et là, c'est la présidente du Cancéropole qui prend la parole. La santé n'est pas et ne doit pas être rentable. Néanmoins, pour nos territoires, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, avoir des chercheurs qui rencontrent des start-up et des PME, qui font des partenariats publics-privés que nous, Cancéropole, finançons, qui développent conjointement des médicaments. Ça, c'est du développement économique, c'est de la création d'emplois, c'est de l'attractivité pour une région. Le problème se situe très exactement au moment où ces petites entreprises, start-up et PME, sont rachetées par les big pharma. Et là, non seulement les bénéfices de valorisation économique risquent d'être perdus pour la région si elle n'est pas suffisamment maligne pour garder une partie de l'activité sur place, mais en plus, les patients, eux, ils peuvent être privés aussi de ces innovations, puisque les essais cliniques vont régulièrement avoir lieu partout dans la planète, et si possible, où c'est moins cher qu'en France, c'est-à-dire dans beaucoup de pays. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a dans la santé un aspect de développement économique possible. Et ça n'est pas choquant de le dire, je crois. C'est-à-dire que le monde industriel et le monde économique qui rend quand même nos régions fortes et riches regarde les innovations en santé avec énormément d'intérêt, en particulier sous l'angle des médicaments, mais aussi sous l'angle de tout ce qui se développe au niveau numérique. Donc la santé, ce n'est pas rentable, mais c'est un facteur d'attractivité. Pour revenir sur la problématique des petits hôpitaux, je crois quand même que la principale raison, c'est que la plupart des actes diagnostiques et thérapeutiques qui jusqu'ici se faisaient à l'hôpital ont été transférés sur un mode ambulatoire. Et que les hôpitaux actuellement ont des vocations qui sont soit des vocations de grands centres de ressources diagnostiques et thérapeutiques ou de moyens centres, et que le besoin se transforme de petits hôpitaux de proximité en besoins importants de services de soins et de rééducation, d'EHPAD pour les personnes âgées. Là, le besoin, comme vous le savez, est monstrueux. Je pense que ça vient quand même des évolutions des techniques médicales. Merci pour votre réponse. Et une dernière question. Oui, bonjour. Magali Lassé, je suis rattachée aux hôpitaux de Bourges et Centre Val-de-Loire sur Tours. Je voudrais simplement revenir sur le point de la prévention. Vous nous avez donné l'information que 40% des cancers pourraient être évités si une prévention efficace était menée. Alors j'ai la sensation, à écouter effectivement les différents propos d'aujourd'hui et d'autres, que nous sommes finalement plus sur aujourd'hui une prévention tertiaire, c'est-à-dire une prévention curative. On a passé les 2 premières étapes. Et je m'interroge aujourd'hui sur le fait de comment le système finalement médical et de santé peut-il contribuer à lever les omertas qui existent très fortement par les différentes industries qui favorisent les facteurs à risque et tous les facteurs pathogènes. On ne va pas ignorer le danger des ondes, que ce soit Wi-Fi en télécommunication, et on continue d'installer des antennes GSM au-dessus de nos immeubles à 2 pas des cours d'école, et on continue également à ne pas parler d'oreillettes sur les téléphones portables. Bref, on favorise largement ces risques et on les développe, aussi proportionnellement d'ailleurs que les cancers du sang qui se développent au même rythme. Donc du coup, ma question est, comment le système de santé peut-il contribuer à freiner ou à lever ces omertas et à passer de cette prévention tertiaire à une vraie prévention primaire avec les industriels et avec tous ces acteurs qui favorisent nos états pathologiques. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention, mais je pense que vous ne prenez pas les bons exemples. Vous prenez des exemples de facteurs de risque qui restent actuellement encore dans notre système cartésien et sous l'égide du Centre international de recherche sur le cancer qui est implanté à Lyon, des hypothèses. Mais nous connaissons actuellement des facteurs de risque qui ne sont pas des hypothèses. La surcharge pondérale et l'obésité sont des facteurs de risque absolument majeurs d'apparition des cancers. Mais ce n'est pas le système de santé, là. C'est globalement nous tous.
Parce que derrière, dans les scandales que vous avez envie de dénoncer, à mon avis, ce n'est pas tellement les opérateurs de téléphonie. L'industrie agroalimentaire est actuellement regardée comme un responsable absolument majeur du mauvais état de santé des populations. Vous avez probablement lu, puisque vous vous y intéressez, les nouveaux systèmes d'étiquetage qui sont discutés de façon absolument opiniâtre par nos décideurs de santé. Donc, la lutte contre la malbouffe, la sédentarité, l'obésité, ça, c'est l'affaire de tous. C'est très bien que les professionnels de santé veulent s'en mêler, mais ça ne suffit pas. Je suis parfaitement d'accord avec vous et je cautionne. C'est vrai que la partie, je pense aux télécommunications tout simplement parce qu'il y a une vraie résistance à faire des études et à communiquer sur les études, sur ces nouvelles technologies en tout cas. Donc je ne connais pas l'impact de ces nouvelles technologies et vous avez parfaitement raison de rappeler les premiers facteurs de risque tels que vous les avez décrits. Je vais peut-être vous inviter, si vous voulez continuer ce débat-là plus tard, parce qu'on va devoir conclure cette matinée. Moi, j'entends dans une des solutions de la mobilisation à la fois de témoignages de malades, tu le rappelais, mais j'entends aussi la mobilisation de toutes les associations en travaillant ensemble, la mobilisation commune. Je pense que c'est aussi un des grands messages, vu que ce sujet-là est plus global et plus large. Merci beaucoup, Véronique, d'avoir été présente ce matin. Merci à toi, Damien.